Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Brice Massex qui va vous expliquer plein de choses sur la création d'entreprise, le parcours d'un individu ordinaire pour créer de la valeur, pour développer une activité sans avoir fait forcément énormément d'études et pour maintenant s'investir en politique et essayer de changer le monde. Alors Brice, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens et quel est ton parcours scolaire et quand as-tu démarré tes premières entreprises? Oui, bien sûr. Alors, bonjour Loïc et bonjour merci Brice. pour l'invitation. Donc moi j'ai grandi en ZEP dans le 93 à Neuilly-sur-Marne et très tôt je me suis intéressé un petit peu au business. Donc voilà, à l'adolescence j'ai commencé à me renseigner dessus et après un parcours plutôt classique, terminé à l'ES, j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc j'y connaissais pas grand chose et puis je me suis formé un petit peu tout seul, je me suis cassé les dents parfois, ça aide à apprendre et puis j'ai fait preuve de persévérance pour monter mes activités. Et la première activité, donc si j'ai bien compris, tu l'as démarrée juste après ton bac ES, c'est ça hein? C'est ça. De quoi s'agissait-il? Alors ma toute première activité, c'était de la création de sites internet. Donc à l'époque, on n'avait pas le régime auto-entrepreneur, donc j'ai fait une entreprise individuelle et j'ai été très mauvais commercialement à cette époque-là. Donc l'activité s'est terminée au bout de quelques mois d'existence, mais ça m'a permis d'apprendre certaines choses et puis de pouvoir rebondir. C'est-à-dire en fait tu ne facturais pas tes prestations suffisamment chères, c'est ça? J'irais même plus loin que ça, j'arrivais pas à trouver de clients, donc c'est assez problématique quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc petit à petit. Mais bon, ça c'est un témoignage extrêmement intéressant parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est l'aventure. Et il y a des success stories extraordinaires, mais il ne faut pas occulter les difficultés au départ. Il y a quand même des embûches, des fois on trébuche, mais on se relève. Je suis d'accord là-dessus. Je pense qu'une grande qualité quand on entreprend en France, c'est d'être persévérant. Parce que voilà, on peut réussir du premier coup. Et puis je souhaite à un maximum de personnes d'être dans ce cas-là. Mais souvent, voilà, on va faire des petites erreurs, on va tomber dans certaines embûches. Et donc il faut faire preuve de persévérance pour que l'investissement en temps, en argent évidemment, soit rentabilisé à terme. D'accord. Mais ta première activité, il n'y avait pas de mise de fonds en fait. Quand tu crées un service de création de site internet, tu as juste besoin de ton ordinateur. Effectivement, oui. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai commencé par la création de sites internet, puisque j'avais les compétences là-dedans. Et effectivement, c'était beaucoup moins coûteux que peut-être ouvrir un restaurant ou ouvrir une discothèque. Et après cette expérience, sur quoi as-tu rebondi alors ? Alors après cette expérience, j'ai rebondi toujours sur la communication et ce coup-ci j'ai ouvert une SARL. Voilà, j'ai appris de mes erreurs et puis je me suis structuré un petit peu plus. Donc moi sur mes premières années d'activité entrepreneuriale, j'ai conservé une activité salariée puisque il faut bien faire face aux charges courantes. Et puis dès que j'ai eu suffisamment de sous de côté, j'ai lancé la SARL. D'accord. Une SARL qui faisait des services de formation, des choses comme ça? Alors au début, c'était essentiellement de la création de sites internet. Petit à petit, voilà, j'ai élargi un petit peu le champ des compétences avec de la création visuelle. Et puis encore un petit peu après, tout ce qui était conception e-commerce. Et le conseil et la formation sont venus après, puisque j'avais une expertise à valoriser et des choses à transmettre. Bon, formidable. Alors, puisque tu es entrepreneur, serial entrepreneur, je dirais même, je vais te poser une petite question. Je voudrais savoir, à la lumière de ton expérience, quels sont, selon toi, les points les plus problématiques, les entraves les plus évidentes en ce qui concerne la création d'entreprise? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans notre pays pour donner envie aux Français d'améliorer leurs conditions par la création d'entreprises?
Je pense que le premier point, c'est l'accès au financement. Que ce soit dans mon expérience personnelle ou à travers les témoignages que je vois régulièrement, c'est l'accès au financement. On voit que c'est relativement compliqué en France, avec des critères qui sont assez drastiques pour obtenir un financement, et c'est une des causes qui décourage aussi beaucoup de personnes à se lancer. D'accord. Dans d'autres pays, c'est vrai qu'en France, par exemple, quand on fait un projet immobilier, j'en ai déjà fait plusieurs, le fait d'être salarié en CDI, ça ouvre des portes. Alors que quand on est indépendant, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un prêt. Hein. Effectivement. Et je crois que dans d'autres pays, c'est pas le cas. Oui, alors il y a d'autres pays où c'est plus simple. En France, c'est vrai que déjà quand on est indépendant, c'est extrêmement compliqué d'obtenir un financement. Si on a eu le malheur d'avoir une mauvaise expérience entrepreneuriale au préalable, c'est encore plus compliqué. Moi j'ai un exemple concret là, il y a quelques temps j'ai ouvert avec des associés une boutique de cigarettes électroniques et pour obtenir le financement alors qu'on avait les garanties nécessaires, un de mes associés était spécialisé dans le secteur, on a eu 17 refus de financement. Alors, mais là, c'est vrai que réussir à garder la motivation après une telle avalanche de refus, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout que l'activité a été rentable rapidement à l'issue. Et j'ai une petite anecdote. Quelques temps après, dans un rendez-vous d'entrepreneurs, je rencontre une conseillère qui travaille dans le même établissement bancaire qu'un de celui qui nous a fait un refus. Et elle nous dit « mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Nous, on vous aurait financé directement. » Et je lui dis ça, c'est savoureux, ça. Il se trouve qu'un de mes associés avait fait une demande de financement chez votre établissement et on n'a pas eu de réponse positive. Et donc, ça montre bien un petit peu la mentalité qu'on a en France, c'est que au début c'est compliqué, on nous refuse les choses, on ne nous aide pas forcément, et puis une fois que c'est fait, une fois que ça marche, ouais mais il n'y a pas de souci, on vous aurait aidé. C'est ça, donc en fait les banquiers français sont tout à fait prêts à soutenir les entrepreneurs quand il n'y a plus aucun risque, quoi. Alors, ils sont prêts à monter dans le train en marche, en quelque sorte. Je ne voudrais pas généraliser, parce qu'effectivement, ça ne doit pas être le cas partout, mais sur mon expérience, c'est ce que j'ai constaté. Quand j'ai démarré, moi, j'ai souvent été sur des choses un petit peu de niche. Quand j'ai démarré un de mes premiers e-commerce de niche en 2014, regarde bien l'objectif. C'était sur de l'écomobilité. Ouais. Et au niveau de l'écomobilité, on m'a dit non, mais c'est trop innovant. À la limite, si vous ouvrez une boulangerie ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci, on va vous suivre, mais là on ne sait pas comment ça va fonctionner. Donc j'ai monté mon petit e-commerce, j'ai fait les choses comme j'ai pu, et ce e-commerce-là a généré 300 000 € de chiffre d'affaires la première année. L'écomobilité, c'est-à-dire c'était des vélos électriques C'est ça. Alors moi, à l'époque où je me suis lancé dedans, c'était les vélos électriques commençaient un petit peu. On avait tout ce qui était gyropode et overboard qui allait connaître leur essor. En fait, j'ai l'impression que tu as quand même l'instinct pour sentir les tendances. C'est vraiment intéressant. C'est une caractéristique des entrepreneurs, en fait. C'est être capable de sentir les tendances, d'être en empathie avec les gens et savoir deviner leurs désirs parfois avant même qu'ils en aient conscience. Je pense que la qualité, en fait, c'est de pouvoir être ouvert sur le monde et de pouvoir anticiper un petit peu. Donc anticiper des bonnes choses, des opportunités, mais anticiper aussi peut-être des menaces. Et moi, je sais que je passe le peu de temps libre que j'ai à regarder un peu ce qui se fait en Asie, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait un petit peu à droite à gauche, pour essayer d'identifier des choses qui marchent bien ailleurs et qui pourraient marcher en France prochainement. C'est vraiment un état d'esprit de gagnant là. C'est exactement ce qu'il faut faire, bien sûr. Je le prends comme un compliment. Mais c'est un compliment. Donc, en ce qui concerne la facilitation de la vie des créateurs d'entreprises, donc il y a un gros effort à faire sur l'investissement, ça c'est certain. Donc, il faudrait faire en sorte que les banques aient plus envie d'investir sur des jeunes pousses, en quelque sorte. Est-ce que tu aurais d'autres propositions qui te viennent à l'esprit ? Ouais, alors je pense au niveau de tout ce qui est encadrement, il y a aussi une grande méconnaissance des créateurs d'entreprises sur les dispositifs qui existent, les aides qu'ils peuvent éventuellement avoir de l'État ou des collectivités, et aussi au niveau des risques.
Alors effectivement, il y a des campagnes d'information, mais elles ne sont pas toujours bien comprises, elles ne sont pas toujours claires. Et donc je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire là-dedans pour que les personnes qui créent ou aient envie de créer aient toutes les cartes en main pour le faire correctement. Ça, c'est certain que la méconnaissance de tout ce qui existe comme structure juridique afin de se protéger entraîne parfois des drames. C'est vrai que la personne qui entreprend sur ses fonds propres en mettant sa maison en jeu risque de tout perdre, alors qu'il existe tout un tas de possibilités en créant une société, voire une holding pour relier différentes sociétés qui limitent le risque, bien sûr. Ça permet d'éviter de tout perdre. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, parce que j'ai adoré tes petites anecdotes, sur les pires entraves que toi ou d'autres entrepreneurs avaient eu à subir de la part du système français ? Alors, une petite anecdote comme ça, c'est vrai que moi quand je parle ça vient spontanément, il suffit de me demander une anecdote et puis c'est un peu plus compliqué, mais je vais te donner plutôt un conseil, je pense qui peut être utile pour beaucoup de créateurs. Souvent quand on se lance, on est un petit peu dans l'euphorie et on est souvent pressé, on veut brûler un petit peu les étapes parce qu'on veut rentrer tout de suite dans le concret, il y a peut-être aussi une hâte à générer des profits pour se dégager une partie peut-être des peurs, une partie du risque. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de prendre son temps. De prendre son temps pour construire les choses correctement, bien peser le pour et le contre et construire vraiment les choses intelligemment. Parce que parfois, il vaut mieux peut-être perdre 1 semaine, 2 semaines, peut-être même 1 mois, plutôt que de faire les choses un petit peu trop vite et de s'engager sur des choses qui peuvent avoir des répercussions dramatiques par la suite. D'accord. Très bon conseil. C'est vrai que la précipitation, c'est généralement contre-productif. Alors, tu as d'autres talents, mis à part le fait d'être créateur d'entreprise, puisque tu as aussi créé une association de défense des très petites entreprises, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que tu pourrais nous développer ce point qui est quand même intéressant ? C'est vrai que les indépendants, souvent, par définition, les indépendants sont indépendants et ils ont du mal à faire valoir leurs droits ou à défendre leurs intérêts. Et donc, se rassembler en un réseau, ça peut être un atout formidable. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai créé l'UFDTPE, c'est l'Union française des dirigeants de très petites entreprises, parce qu'effectivement, quand on est chef d'entreprise, on doit avoir plusieurs casquettes. On doit être à la fois suffisamment bon commercialement pour pouvoir rentrer du chiffre d'affaires, on doit avoir la casquette du gestionnaire, puisque si on ne gère pas correctement les choses, ça peut avoir des répercussions dramatiques. On doit être aussi un bon professionnel, puisqu'on doit pouvoir avoir quelque chose à proposer qui soit différenciant et qui ait une valeur ajoutée. Donc il y a plein de casquettes qu'on doit avoir. Ce qui fait que souvent on est très pris par notre activité et on est aussi souvent isolé. Moi, tu me demandais une anecdote tout à l'heure, je vais te donner une anecdote. À 24 ans, j'ai eu une liquidation judiciaire. Donc j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai commencé dans le milieu salarié et en 2012, il me semble, j'ai arrêté mes activités salariées, donc j'ai voulu faire les choses correctement. J'ai pas fait d'abandon de poste ou de choses de ce style. J'ai posé ma démission pour aller m'occuper de mon entreprise. J'avais bénéficié d'un plan de départ, donc j'étais parti avec un chèque qui était assez confortable et je me suis dit je vais participer à la création de l'économie, à la création d'emplois et donc j'ai monté cette activité-là. J'avais engagé une personne pour gérer un petit peu sur place et je pensais que tout allait bien et en fait tout allait pas aussi bien que ce que je pensais, donc je démissionne, je reprends cette entreprise et il y a des salaires à payer, il y a des charges à payer, il y a tout un tas de choses à faire. Donc au début, je réinjecte sur ce que j'avais touché, puis au bout d'un moment, j'ai plus pour injecter. Aïe. Donc je demande
à être placé en redressement judiciaire. Je vais au tribunal de commerce, tout se passe bien, on m'explique voilà, comment va se dérouler la suite des événements, et on m'oriente vers une mandataire judiciaire. Et à l'époque, moi, j'étais un trop petit dossier pour qu'on s'en occupe correctement. Je maîtrisais pas suffisamment les choses. Et en fait, en quelque sorte, on me fait signer les papiers pour le transformer en liquidation judiciaire, alors que c'était pas spécialement ce que je voulais. Je pense que j'aurais pu remonter l'activité. Et donc, ça, c'est super formateur, mais c'est extrêmement compliqué, surtout quand on a 24 ans. Et à ce moment-là, je me rends compte que je suis super isolé. Il y a plein de choses à faire, mais je ne sais pas vraiment vers qui me tourner, vers... c'est vrai que c'est un maquis, avoir l'information, c'est vraiment pas simple. C'est ça. Et puis bon, à ce moment-là, il y a peut-être une appréhension un petit peu au niveau social, d'avouer qu'on a échoué. Donc on n'ose pas trop, on reste assez isolé. Et moi j'ai réussi à rebondir, mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert le réseautage. Et j'ai découvert qu'en fait, en étant chef d'entreprise, on peut échanger avec d'autres personnes, on peut échanger avec des gens qui vont avoir les mêmes problématiques, qui peut-être peuvent avoir leur propre réseau et nous faire partager un certain nombre de choses, avoir des astuces, en tout cas rompre l'isolement. Donc je commence à mettre en place des choses à ce niveau-là, et je me dis qu'en fait, les erreurs que moi j'ai pu faire ou les difficultés que j'ai pu avoir, je vais en faire bénéficier les autres. Et c'est un petit peu comme ça que je démarre là-dedans. Donc je m'investis auprès de différentes associations qui ont une visée de mutualisation des compétences ou de défense des entrepreneurs. Et puis au bout d'un moment, je monte ma propre association pour aller plus loin dans ce combat-là. Et tu as combien d'adhérents actuellement ? Alors actuellement, on a une centaine de sympathisants, puisque nous, le but de cette association-là, c'est pas qu'on prenne des adhésions comme ça peut être le cas ailleurs. C'est un échange d'informations en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, la personne qui a besoin, elle vient, et puis si elle veut faire une contribution financière, elle peut le faire, ça nous aide à développer les choses, mais c'est vraiment que ces personnes-là puissent venir trouver un accompagnement sans qu'il y ait de barrières financières ou ce genre de choses. C'est vraiment... quelque chose de contributif sur la base du volontariat, et c'est une mutualisation de connaissances et de compétences. Voilà, tout à fait. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir faire avancer les choses pour les TPE, pour les dirigeants de très petites entreprises, mais vraiment dans une logique bienveillante. Formidable. Ça, c'est vraiment une initiative qui est remarquable. Je suis persuadé qu'il y a certainement eu je dis encore adhérents, des sympathisants qui ont évité bien des embûches grâce à ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pendant la période du Covid, qui était une période difficile pour beaucoup de chefs d'entreprise, là encore, il y avait ce côté un petit peu isolement, avec des personnes qui vivaient mal le fait d'être enfermées chez elles, des personnes aussi qui n'avaient peut-être pas vu l'intérêt de la digitalisation avant d'être confrontées à la période qu'on a connue, et puis qui se sont retrouvées un petit peu perdus. À ce moment-là, on a mis en place des choses en visioconférence. On a essayé de donner un accompagnement à ces dirigeants, à ces chefs d'entreprise, certains pour développer des compétences, pour pallier à certaines choses, mais d'autres tout simplement pour pouvoir échanger et continuer à avoir du lien avec du professionnel. De l'humanité, quoi, finalement. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. C'est pour rompre l'isolement. C'est vrai que le créateur d'entreprise, surtout s'il est auto-entrepreneur, il est tout seul par définition. Et l'être humain, c'est un animal social. On a besoin d'échanger avec ses pairs. Bien sûr. C'est ça, et puis on a des personnes, le fait de travailler tous les jours, ça leur permet d'avoir des interactions sociales, ça leur permet de voir du monde, ça leur permet de se déplacer, de se sentir utile. Et à ce moment-là, on a certaines personnes qui ont mal vécu le fait d'être coupées de tout ça. D'accord. Donc il y a même... presque une notion d'amitié qui entre en jeu, quoi. Tu as dû créer des liens forts avec ces gens-là. C'est ça. Moi, de toute façon, je suis de nature plutôt sociable, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts qui étaient des contacts professionnels à la base, qui sont devenus des amis, avec qui on a développé des liens assez forts et avec qui on continue d'avancer. Donc ça, je trouve vraiment que ton initiative est magnifique. C'est vraiment une initiative personnelle, individuelle et spontanée qui est faite pour améliorer la vie des gens. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait multiplier. S'il y avait plus de gens comme toi pour créer
des structures qui viennent en aide aux autres et qui créent finalement de l'amitié et puis même un sentiment d'appartenance à un groupe, eh bien, je suis persuadé qu'on cesserait d'être le pays qui a le record du monde des dépressions, par exemple. Ouais, moi, c'est un petit peu en partant de ce constat-là que j'ai mis en place l'UFDTPE, parce qu'en fait, nous, quand on donne les infos, on les donne à la bonne franquette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris. On n'est ni assureur, ni banquier, on n'a pas d'intérêt économique direct à l'intérieur, donc quand on explique les choses, on les dit de façon bienveillante, comme on les expliquerait à un ami, par exemple. D'accord. Alors, donc, tu es engagé pour la création d'entreprises, tu es engagé dans l'associatif, donc pour venir en aide bénévolement aux autres entrepreneurs, mais ton engagement ne s'arrête pas là, parce que tu t'engages aussi désormais pour transformer la société, donc tu as un engagement qui est politique, qui a commencé avec les élections municipales. Est-ce que tu pourrais parce que c'est quand même assez savoureux, cet engagement que tu as eu assez spontané, finalement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton expérience aux élections municipales de la ville de Torcy. Pour moi, c'était une continuité logique. Parce que au bout d'un moment, quand on s'implique au niveau économique, donc plutôt au niveau local, quand on est une TPE, qu'on s'implique au niveau associatif, la suite des choses, en fait, c'est de pouvoir le faire officiellement en politique. Parce que moi, je considère qu'à partir du moment où on a des revendications, même si on ne porte pas l'étiquette politique, en réalité, c'est déjà une forme de politique. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir aller plus loin, pouvoir porter des valeurs qui me sont propres, notamment autour de tout ce qui va être économie locale et entrepreneuriat, mais pas que, puisqu'il y a d'autres choses qui sont importantes au niveau local, mais l'idée c'était de pouvoir porter ces idées-là. Il y avait un autre enjeu pour moi, c'était de montrer que la politique n'appartient pas qu'à une élite, mais que n'importe qui, s'il a la volonté de s'impliquer au niveau local, peut le faire, en se donnant les moyens évidemment, mais peut le faire et que c'est quelque chose qui est possible. Et dans cette campagne, je pense que j'ai donné aussi un petit peu d'espoir. J'ai montré d'une certaine façon un peu l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disaient non, voilà, moi la politique ça ne me concerne pas, je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu. Et elles se disent maintenant, peut-être que moi aussi je peux le faire. Peut-être que la prochaine fois, je vais me lancer, je vais essayer de porter mes idées. Et ça, c'était un petit peu mon combat sur ce scrutin. Ça, c'est vraiment un message extrêmement positif qui est envoyé aux gens. On n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour avoir un mandat politique. Le fait d'avoir réussi à faire ses preuves dans la vie, eh bien, ça vaut toutes les écoles du monde. Et je suis persuadé que si dans ce pays, on arrivait à avoir un renouvellement des élites politiques, eh bien, on pourrait enfin avancer dans la bonne direction. Peut-être que les gens se sentiraient plus écoutés, mieux représentés par des gens comme eux, finalement. Je pense que c'est important pour les gens, enfin au moins pour une majorité, de voir qu'un petit peu les élus sont des personnes qui leur ressemblent, ont un petit peu les mêmes problématiques, peuvent avoir les mêmes contraintes, et ça permet aussi d'avoir des remontées de terrain qui sont beaucoup plus concrètes. Moi je connais le prix de la baguette de pain chez mon boulanger parce que j'y vais régulièrement. Ouais. Je me déplace en transport en commun, donc je sais combien me coûte mon pass Navigo à la semaine, je sais combien coûte un ticket de bus. Ça, c'est important. C'est vrai que la connexion entre les gens ordinaires et un potentiel élu comme toi est de bien meilleure qualité que ce qu'elle pourrait être avec un haut fonctionnaire qui finalement vit dans une sphère complètement découplée de la vie réelle. C'est ça, moi j'ai rien contre les hauts fonctionnaires parce qu'il en faut, mais parfois on voit qu'il y a certaines mesures qui sont un petit peu déconnectées des réalités. Et je pense que c'est pas toujours de la mauvaise volonté, mais c'est que parfois peut-être qu'on n'a pas les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Et c'est important de pouvoir faire remonter ces informations-là.
D'accord. Et donc, est-ce que tu as d'autres projets électoraux qui sont en cours on a des élections qui s'annoncent là, à moins qu'elles soient reportées, mais théoriquement, en mars 2021, il y aura les régionales et les départementales. Est-ce que tu envisages de tenter quelque chose à nouveau? J'envisage d'être utile là où je pourrais apporter quelque chose. Donc voilà, il n'y a rien de décidé encore à mon niveau. Mais voilà, s'il y a des idées à les défendre, je suis toujours prêt à partir au front. Formidable. Quand moi qui commence à connaître ton énergie et ta capacité à mobiliser les autres autour de toi, je suis persuadé que ça va donner quelque chose de concret. Ben, on se donne rendez-vous prochainement pour en discuter. Bon, en tout cas, Brice, merci infiniment d'être venu jusqu'à Studio 77. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Merci Loïc, une nouvelle fois pour l'invitation. J'ai été vraiment ravi et j'espère que ça plaira aux auditeurs. Je pense qu'ils vont apprendre des tas de choses intéressantes et des choses nouvelles, en tout cas. Merci. À bientôt, Brice.